Bonjour, bonjour. Je vous retrouve pour la vidéo bilan de Sumatra où on a passé un mois tout pile. Donc c'est parti, comme d'habitude, on attaque avec l'itinéraire. Donc on a commencé par atterrir à Medan, plutôt situé sur le nord de l'île. Puis on a continué en direction de Berastagi. Puis on a pris la route vers le lac Toba. Ensuite, on a fait un long transport jusqu'à Bukit Tinggi. On a passé pas mal de temps dans la région, avec notamment une nuit qu'on a passée dans la vallée d'Aro. Puis on a repris la route vers Kersiktuyo, la région du Kerensi. Et on a repris à nouveau les transports vers Bengkulu. On a passé quelques jours pour se reposer. Puis on est allé vers Krui. Et on a fini notre périple à Bandar Lampung où on a pris l'avion pour quitter l'île. Un grand périple, on a fait énormément de kilomètres, on va y revenir plus tard. On attaque tout de suite avec la catégorie logement. Donc on a payé en moyenne entre 12,50 € et 30,50 € pour les logements. Donc les logements sont quand même plutôt sommaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le temps l'eau chaude, voire même assez rarement. Il y a aussi rarement le wifi. Sauf dans les grandes villes où là vous aurez eau chaude, wifi, mais c'est vrai que nous on a fait beaucoup de destinations nature et donc là c'était quand même plutôt rare qu'on ait ces deux éléments. Donc je trouve que c'est quand même un peu cher pour la qualité qu'on a, mais le gros point noir c'est quand même la propreté. On a trouvé que les logements n'étaient pas hyper propres, on a eu plusieurs fois des logements avec les draps sales, de la poussière partout, le sol pas nettoyé, la salle de bain pas propre, c'est arrivé plusieurs fois. Et c'est vrai que ça se passe pas comme ça dans les autres pays alors qu'on prend également des logements bon marché. Donc petite déception pour ça, Sumatra, c'est pas ouf, faut pas s'attendre à grand chose au niveau des hôtels. Les Indonésiens n'ont pas du tout les mêmes notions d'hygiène, d'accueil, de propreté que nous. Donc voilà, faut s'adapter et pas être trop exigeant. Donc au niveau des logements, j'en aurais quand même 3 à vous recommander qui pour moi sont sortis du lot. Donc il y a tout d'abord la Pelangi Guest House qui était à Kersiktuyo. Vraiment un très bel établissement, on a été hyper bien accueillis et tout était trop beau et vraiment nickel. Donc si vous allez dans le coin, je vous recommande vraiment de loger là-bas. En plus ils nous ont aidé à gérer tous les transports. Donc pour ça c'était vraiment cool. Et sinon il y a également le Kamuna Bungalow, donc à Krui, au bord de la mer, avec des vues sur la mer, un bungalow hyper bien entretenu, des gérants trop sympas, pareil, très bonne adresse. Et enfin Limpato Stay, notre gros coup de cœur avec Rick qui tient l'hébergement, un Indonésien tellement adorable, avec une vue sur les rizières. Un très bon prix en plus, ça coûtait vraiment pas cher là-bas. Il nous a offert le petit déjeuner, il a refusé qu'on paye et il nous a aidé sur plein de choses et c'est vraiment une personne hyper intéressante et on a passé du trop bon temps là-bas. Donc je vous recommande vraiment ces 3 adresses qui étaient nickel et qui sont sorties du lot parce que sinon le reste, il y a eu des choses correctes, des choses un peu moins bien. Mais voilà, les hôtels c'est pas vraiment le point fort de Sumatra. Il y aura un 4e logement, je viens tout juste d'y penser. C'est le lac Toba évidemment, notre logement au lac Toba, Tata. Très bon rapport qualité-prix également, on est juste en face du lac, c'était très propre, très agréable. Donc je sais pas comment j'ai pu l'oublier, mais vraiment ça a été un de nos logements préférés sur ce voyage ici. Après, c'est vrai que c'est pas vraiment adapté aux normes occidentales, dans le sens où hormis l'eau chaude et également le wifi, il y a rarement du papier toilette, des fois il n'y a qu'une seule serviette. Enfin, c'est pas du tout adapté à nous. Les Indonésiens n'ont pas du tout la même exigence là-dessus, donc c'est des hôtels qui sont vraiment pour la clientèle indonésienne. Il y a peu de touristes ici à Sumatra, donc c'est vraiment pas du tout adapté à la clientèle internationale, pas encore en tout cas. Et après, sinon, il y a des hôtels qui sont sympas, je vous en ai déjà parlé, mais les hôtels où c'est noté Syria, nous on a évité d'y aller parce que c'est des hôtels où ils appliquent encore la charia et donc il fallait être marié pour séjourner là-bas. Alors après, peut-être qu'ils sont plus laxistes avec les occidentaux, je ne sais pas, mais dans les faits, c'est comme ça. Donc nous, on n'a pas du tout logé dans ces établissements et c'est vrai que dans certaines villes, il y avait beaucoup d'hôtels justement Syria et peu d'autres hôtels normaux, entre guillemets. Donc c'est peut-être aussi pour ça que dans certaines villes on a eu peu de choix d'établissements et qu'on a dû un peu se rabattre sur le moins pire. Au niveau des transports, alors la bête noire, on y vient. Non, plus sérieusement, on a pris tout type de transport.
des Angkor, donc c'est un des petites camionnettes où on peut rentrer à peu, qui sont complètement déglinguées, qui sont utilisées plutôt sur des petites distances, des minibus, des taxis partagés, on a pris de tout et je peux vous le dire, pour ça malheureusement, je sais pas si je vous recommande Sumatra, on y reviendra plus tard, mais vraiment c'est la bête noire, c'est pas du tout adapté. C'est de leur faute et pas de leur faute, dans le sens où les routes sont pas adaptées, vous êtes tout le temps dans la jungle, elles sont pas hyper bien entretenues, mais c'est à cause des intempéries, glissements de terrain, tempêtes, tremblements de terre. C'est compliqué ici pour construire des routes, il n'y en a pas énormément, il y a pas mal de trafic à chaque fois. Donc voilà, c'est challengeant, vraiment, vous mettez tellement de temps pour faire les distances que vous devez faire. C'est un truc de fou. Je compte même plus les fois où on a eu des 12 heures, des 14 heures de bus. C'était interminable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Vous l'avez vu de toute façon dans la dernière vidéo qui vient de sortir. Et un petit peu dans tous les vlogs où je vous en parlais. On est resté bloqué plusieurs fois, etc. Le seul point positif, c'est que les locaux sont hyper aidants là-dessus. Et vraiment, il faut demander aux locaux pour se déplacer. Sans les locaux, c'est impossible. Ils connaissent les taxis partagés que nous on peut pas réserver, donc ils appellent pour vous réserver des taxis quand il n'y a pas des bus, que vous partagez la voiture avec d'autres personnes, d'autres Indonésiens, et les prix sont tout à fait corrects. Ils nous disent où sont les stations de bus, quelles sont les compagnies, parce qu'il n'y a pas de station de bus en fait ici. Vous avez des petits stands, des petits magasins un peu partout dans les villes, et vous devez aller au stand où vous avez vu que votre destination était notée. Donc soit vous pouvez faire des recherches un peu vous-même, c'est vrai que sur les blogs etc il n'y a pas trop d'infos, mais en tapant par exemple loquette dans Google ou alors bus, ça va vous sortir un peu tout ce qu'il y a au niveau des stands pour acheter des tickets. Mais vraiment le plus simple c'est de passer par les gérants de vos hôtels, les guest house, et parmi les gens que vous rencontrez etc. Ne pas hésiter à demander aux gens dans la ville qui vraiment seront ravis de vous aider. Et heureusement, parce que sans les locaux, c'est tout simplement impossible. C'est l'aventure à chaque fois que vous voulez aller d'un endroit à un autre, même pour faire des petites distances. On s'est retrouvé des fois en galère juste pour faire des 150 km, ce qui n'est vraiment pas énorme. Pourtant, ça nous prenait une journée entière avec plusieurs changements, etc. etc. Bref, c'est tout un bordel. Et même au bout d'un mois, on n'est pas encore complètement habitué ici à ce système. Après je sais qu'il est possible également de prendre des voitures privées que vous payez bien cher, je sais que c'est assez onéreux pour vous déplacer d'un endroit à un autre, et peut-être que c'est un peu mieux, peut-être que c'est un peu moins dangereux parce qu'ils conduisent également très souvent très vite dans des routes de montagne, virages, etc. C'est pas rassurant du tout. La pire conduite qu'on ait vue en Asie en 14 pays, et pourtant Dieu sait qu'on en a fait des pays où c'était un peu difficile au niveau des transports, je pense au Laos, au Népal. Sumatra c'est au-dessus de tout ça. Ça fait vraiment peur, vous risquez vraiment votre vie à chaque fois que vous prenez les transports. Donc en voiture privée ça peut être mieux, mais vous allez juste gagner du temps, peut-être un petit peu. Ça va peut-être plus confortable, moins dangereux, mais je pense vraiment que c'est pas forcément la bonne solution non plus. Je pense que le plus simple c'est vraiment de vous focaliser sur une région ou sur une province et pas de vouloir faire tout le pays du nord au sud comme nous on l'a fait. Enfin tout le pays, toute l'île plutôt, parce que Sumatra c'est une île. Mais non là, nous on s'est lancé dans un truc, on a réussi, hein. On est arrivé à Bandar Lampung, la pointe la plus au sud. Mais ça n'a pas été de tout repos et ça nous a vraiment énormément fatigué, ça nous a demandé beaucoup d'énergie. On a mis beaucoup de temps à récupérer, surtout qu'on avait des journées bien chargées. Donc c'est vrai que c'était pas forcément l'idéal. Je pense que voilà, vous focalisez sur une province, sur un coin, faire quelques destinations, pas forcément y rester un mois entier. Et voilà, pas trop utiliser le transport, pas trop bouger pour pas prendre trop de risques, pour pas vous fatiguer. Et si vraiment vous voulez bouger d'une province à une autre, le plus simple, même si c'est plus onéreux, c'est l'avion. Il y a pas mal d'aéroports un peu partout, des aéroports internationaux, nationaux. Et apparemment c'est assez facile de se déplacer en avion, donc nous on l'a pas fait pour une question de budget surtout. Mais voilà, je sais que pas mal bougent sur cette île en avion parce que c'est vrai que les distances sont immenses et pas du tout adaptées pour les transports, hein, clairement. Mais voilà, c'est pour moi la meilleure solution si vous voulez vous déplacer sur Sumatra. Au niveau de la nourriture, on a eu des débuts difficiles, on a eu un peu galéré à savoir quel plat manger. On trouvait les nasi goreng, donc le riz frit, les mie goreng, nouilles frites, pas bonnes.
Et d'ailleurs, je vous avais fait un petit questionnaire, je me rappelle au début où on était à Sumatra sur Instagram, où je vous demandais, pour ceux qui avaient déjà été en Indonésie, hors Bali, quels étaient les plats que vous aviez appréciés, et vous m'avez quasiment tous sorti mie goreng, nasi goreng, alors que nous on est resté un mois ici, on en a quasiment jamais mangé, on les trouve pas bons, souvent c'est épicé, ça a pas trop de goût, rien à voir comparé au nasi goreng qu'on pouvait manger en Malaisie, parce que c'est vrai qu'on en mange aussi beaucoup là-bas. Donc j'ai pas trop compris, j'ai pas trop compris les gars. Mais on a fini par trouver nous des plats qui nous plaisaient, notamment avec le tofu frit, le tempeh frit, tout ce qui est poulet frit. On a mangé beaucoup de poulet frit. Et aussi pas mal de fast-food type kebab, etc. Ils aiment beaucoup ça les Indonésiens, donc ça aussi c'était plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça n'a pas été la révélation. On mangeait plus pour se nourrir que par plaisir. C'est passable, c'est correct, mais c'est vraiment pas la dinguerie, c'est pas le point fort de l'Indonésie et c'est très épicé. Donc nous on avait appris à dire no pedas, non épicé en indonésien, et d'ailleurs on a appris quelques mots d'indonésien et je vous conseille de le faire si vous voyagez ici, parce que absolument personne ne parle anglais, mais vraiment personne, pas un mot. Même dans les grandes villes, nulle part, personne ne parle un mot d'anglais, on a rarement vu ça. Et pourtant, Dieu sait qu'on est sorti des sentiers battus un peu partout, mais ici ça a été très compliqué avec l'anglais. Clairement, on est devenus des pros de l'utilisation de Google Traduction, qui nous a sauvé la mise pour tout, pour tout. Vraiment, on ne pouvait rien faire sans. Donc voilà, un autre petit point important à savoir. Au niveau de la connexion internet, alors 4G, c'est plutôt correct, on captait souvent même plutôt pas mal, hormis sur les routes en pleine jungle, en pleine pampa, où là vous avez vraiment aucun réseau. Mais sinon dans toutes les villes où on a été, on avait quand même du réseau. Par contre le wifi, comme je vous l'ai dit, c'est qui tout double en fait. Soit vous avez aucun wifi, et ça a été la majorité du temps comme ça, ou alors vous avez du très bon wifi dans les hôtels notamment qui sont situés dans les villes. Mais sinon le wifi, clairement faut pas compter dessus. Heureusement qu'on avait un super forfait internet 4G, parce que pour les vidéos, je pense que j'ai dû faire les 3/4 des vidéos avec ma connexion internet du téléphone, parce qu'il n'y avait pas de wifi. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir aussi, si vous êtes un peu sur les réseaux ou si vous faites des vidéos, ce genre de choses. Faut pas compter dessus, Après voilà, on avait 60 Go d'internet avec le téléphone, donc c'est bien suffisant, donc ça heureusement ça nous a sauvé la mise. Au niveau de la météo, alors nous on y était entre mi-février et mi-mars, c'est pas censé être la meilleure période, c'est la fin de la saison des pluies, surtout sur le nord. Normalement dans le sud il pleut encore pas mal. Bah écoutez, moi je vous recommande. Après la météo c'est pas une science exacte, surtout en Indonésie où le temps est très changeant, ça reste une île au milieu du Pacifique. Donc nous je pense qu'on a eu plutôt de la chance, on a eu de la pluie, on s'est tapé des grosses averses, voilà, je vais pas dire qu'on a eu un temps magnifique tout du long, loin de là, mais ça nous a jamais vraiment gêné pour faire nos activités, nos balades en scooter, etc. Donc ouais, non, surprise au niveau de la météo, je pensais vraiment qu'en venant à cette période il allait pleuvoir beaucoup plus, donc bonne surprise également. C'est la Fadela du montage qui vous parle. Je me rends compte qu'il y a 3 points qui me paraissent importants que j'ai oublié d'aborder. Donc tout d'abord, pour venir en Indonésie, il faut un visa. Il y a différents types de visas. On peut le faire à l'arrivée, on peut le faire en ligne. Il y a des visas de 1 mois, des visas de 2 mois. Nous on a fait un visa directement en ligne, un e-visa qui se fait très bien. On a payé 30,50 € et vous devez à tout prix justifier la preuve que vous sortez du territoire au bout donc d'1 mois. Mais voilà, franchement je recommande de le faire en ligne, c'est vraiment beaucoup plus rapide que de le faire à l'aéroport. La deuxième chose très importante à savoir, ça concerne la carte SIM. En arrivant en avion à Medan, si vous allez à Sumatra, il y a de grandes chances que vous atterrissiez ici. Il n'est pas possible de faire la carte SIM à l'aéroport. Et le seul endroit où vous pouvez la faire, c'est dans les Gras Paris, Telkomsel, et uniquement les Gras Paris, c'est très important. Parce qu'en fait, nos téléphones ne sont pas adaptés aux cartes SIM indonésiennes. Et donc là-bas, ils vous l'activent sur un téléphone indonésien avant de la mettre dans votre téléphone. Et il n'y a que là où c'est fait sérieusement et où ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu compliqué, toujours cette histoire de carte SIM pour l'Indonésie, enfin pour Sumatra en tout cas. Je sais pas comment ça se passe pour les autres îles, mais nous ça a été comme ça. Et
troisième point, c'est au niveau des applications pour se déplacer. Donc dans les villes, hein, ça marche vraiment très bien. Donc il y a toujours Grab hein, qu'on utilise partout en Asie. Et en Indonésie, il y a aussi Gojek. Et en fait, les tarifs ne sont pas vraiment les mêmes sur les deux. Ça dépend des endroits où vous êtes. Des fois, c'est Grab qui est plus avantageux. Des fois, c'est Gojek. Donc il faut bien checker les deux. Et bien entendu, pour faire marcher ces applications, il faut un numéro de téléphone indonésien. Au niveau des fun facts, ce qu'on a pu constater qui nous a un peu surpris. Donc tout d'abord chez les femmes Batak. Donc les Batak, c'est l'ethnie qui est au niveau notamment du lac Toba, Berastagi, une ethnie qui est plutôt chrétienne. On a passé pas mal de temps quand même dans cette région au début de notre périple. Et j'ai pas réussi à vous en filmer, j'essaierai de vous incorporer une petite photo pour que vous voyez un petit peu. Mais les femmes mâchaient tout le temps une sorte de boule rouge qui leur teint la langue et les lèvres, ça s'appelle du bétel. Et ça a un peu des effets comme une drogue douce si vous voulez, où voilà, ça les détend, c'est apparemment aussi très bon pour la santé, ce genre de choses. Et vraiment toutes les femmes Batak mâchaient cette boule rouge à longueur de journée. Ça m'a toujours intriguée, je me suis toujours demandé ce que c'était, donc je m'étais renseignée et voilà ce que c'est. Mais ça fait vraiment bizarre, vous les voyez mâchonner, voilà, ça fait la taille un peu d'une boule de billard. Et à longueur de temps, elles sont ça à la bouche. Donc je vous ai déjà parlé également du problème de la cigarette ici. Tout le monde fume tout le temps dans les bus, c'est autorisé de fumer dans les chambres. Tous les hommes fument, clairement, pas les femmes, attention. Mais tous les hommes fument, mais c'est assez bizarre, ça nous a pas gêné tant que ça. La cigarette, elle a pas du tout la même odeur que chez nous ici, ça a une odeur beaucoup moins forte. Donc c'était pas trop dérangeant, heureusement. Donc voilà, il faut quand même s'adapter à ça et c'est vrai qu'au début ça fait bizarre de voir les gens fumer absolument partout et en grosse quantité en plus. Autre truc qu'on a constaté, et ça c'est vraiment un gros problème pour l'Indonésie, qui est un des pays les plus peuplés au monde, mais il n'y a aucune gestion des déchets ici. Il y a des tas de déchets absolument partout. Alors, c'est pas le seul pays où il y a des problèmes au niveau des déchets en Asie du Sud-Est, hein. Il y a beaucoup d'autres pays où c'est un peu comme ça, mais l'Indonésie c'est vraiment là-haut quoi, en haut du classement. C'est très sale, ils jettent tout par les fenêtres, il n'y a jamais de poubelle nulle part, et ils vivent vraiment dans les déchets. Vous êtes dans des endroits naturels super beaux et vous allez marcher le long du chemin et tout le long du chemin il va y avoir des gobelets en plastique, des bouteilles, des sacs, tout plein de choses à droite à gauche. Donc c'est dommage. Ici, comme en Malaisie, on ne parle pas à la femme. Donc c'est-à-dire que quand je marchais avec mon monsieur dans la rue, c'était tout le temps des hello mister, wow, how are you mister. Et moi c'est comme si j'étais inexistante à côté. Si on est dans un taxi, un Grab et machin, et qu'il doit parler, il va juste dire hello mister et il va s'adresser à mon monsieur, ce n'est comme si je n'existais pas. Après, si je commence moi à engager la discussion, ils vont me parler, hein. Il n'y a aucun souci, mais c'est vrai qu'au premier abord, on va toujours parler à mon monsieur. Et voilà, faut s'adapter à ça. C'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre, surtout que généralement c'est moi qui vais parler, qui prend les devants, etc. C'est un peu particulier, je l'avais déjà vécu en Malaisie, donc voilà, ça m'a pas choqué plus que ça en revenant ici. Je me suis dit bon bah voilà, c'est pareil, faut pas le prendre personnellement, c'est pas du tout contre vous, c'est juste comme ça dans la culture, on s'adresse plutôt aux hommes qu'aux femmes. Par contre après attention, quand je me baladais toute seule, ce qui est arrivé peu de fois mais c'est arrivé, alors là j'avais droit au même accueil que quand j'étais avec mon monsieur, c'est-à-dire c'était des hello miss partout, comment ça va, et ça vient vous parler, etc. Mais chose qu'on ne fait pas du tout si je suis avec monsieur. Donc voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter, c'est la culture d'ici. Pour ce qui est de nos coups de cœur, on en a 3, les mêmes monsieur et moi. En premier ce sera Berastagi, première destination après notre arrivée à Medan. Et vraiment on a adoré ce coin, plein de choses à faire et à voir. L'ascension du volcan Sibayak, trop bien, notre première ascension de volcan, c'était fou. On a des points de vue magnifiques sur les volcans aux alentours, la campagne est trop belle, enfin on a passé un super séjour là-bas, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à voir. En deuxième coup de cœur, c'était juste après, le lac Toba. Alors on y est aussi allé quand on était à Berastagi, on a juste fait quelques kilomètres pour aller à une cascade qui d'ailleurs pareil je vous la recommande, hein. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir les vlogs à Berastagi, on a adoré ce coin et ça, cette cascade en fait partie, ça vaut vraiment le détour.
Et donc on recommande d'aller un peu des deux côtés du lac Toba. Du côté de cette cascade, on n'est pas sur l'île de Samosir, on n'est pas au milieu du lac, mais on a un point de vue indirect sur le lac et c'était vraiment impressionnant. Au niveau de la végétation, on n'a jamais vu ça. C'était magnifique. Et pareil, hein, sur l'île de Samosir, directement au cœur du lac, au cœur de cet ancien cratère. Que dire? C'est incroyable de se dire ça, qu'on a dormi au milieu du cratère d'un ancien super volcan. C'est fou, c'est unique au monde. Et même si c'est la partie la plus touristique de Sumatra, on va pas se le cacher, on a dû voir, allez, grand max une quinzaine d'occidentaux sur un mois ici. Les 3/4 c'était au lac Toba. Sinon on voyait quasiment personne nulle part. C'est fou d'ailleurs qu'il y ait si peu de touristes ici. Sûrement dû à la difficulté de s'y déplacer. Je dis ça comme ça. Mais non, ce coin, lac Toba, même s'il y a un peu plus de monde qu'ailleurs, ça vaut vraiment le détour. Et troisième coup de cœur, Bukit Tinggi, je crois que pour moi c'est mon coup de cœur numéro 1. On a passé une semaine dans la région et waouh, Bukit Tinggi, c'était un truc de fou. Les alentours, vous êtes dans un périmètre de 10 km, des rizières en terrasse partout, gens trop sympas, la culture mignon de Cabo au cœur de ce coin. Ça a été un plaisir de découvrir tout ça et waouh, quel kiff, c'est vraiment une région incroyable et pour moi si vous devez sélectionner une région à visiter absolument à Sumatra, c'est ce coin. Vous pouvez y passer 10 jours, faire une boucle à scooter, aller voir différents endroits et pas vous ennuyer. Il y a trop de trucs à voir, trop de trucs à faire, donc vraiment Bukit Tinggi, mon coup de cœur, je vous le recommande évidemment si vous venez à Sumatra. Au niveau des déceptions, il n'y en aura pas. On a aimé toutes les destinations qu'on a faites. C'est tellement nature Sumatra et une nature qu'on n'a jamais vue ailleurs. Donc ça a été un plaisir parce que nous on adore ça. Juste peut-être petit bémol pour nos deux dernières destinations, Kersiktuyo et Krui dans le sud de Sumatra. C'est pour nous les deux destinations qui sont le moins incontournables, surtout au vu des transport et de la galère que ça a été pour y aller. Donc voilà, c'est un peu difficile d'accès, c'est un peu isolé, c'est loin de tout. Donc pour moi c'est pas vraiment deux incontournables à faire absolument si vous venez à Sumatra, même si on n'a pas été déçus, hein, ce sont de très jolis coins et on a passé du bon temps là-bas, on a fait de très belles visites, de très belles découvertes. Mais c'est vrai qu'au vu de la difficulté que c'est pour les rejoindre, c'est pas forcément ce que je vous recommanderais de visiter en premier si vous venez à Sumatra. Au niveau du budget, on y vient, je vous le note ici à l'écran, budget total pour un mois ici par personne. Donc je trouve qu'on s'en sort bien, l'Indonésie c'est vraiment bon marché, en tout cas Sumatra c'est vraiment bon marché. Les logements peut-être un peu onéreux pour ce que c'est, mais la nourriture vous mangez pour rien. Très souvent on mangeait pour moi de 1 euro. Si vous voulez un truc de plus sophistiqué, ça va être 2 euros, mais pas plus, vraiment pas plus. La nourriture est tellement pas chère. Donc ça c'est vraiment cool, ça a été vraiment là où on a dépensé le moins d'argent je pense. Petit bilan donc sur Sumatra, vous l'avez vu dans les vlogs, on a vraiment adoré le temps qu'on a passé ici. Le tourisme en est vraiment à ses débuts hein, ici à Sumatra, donc ça peut être compliqué comme je vous l'ai expliqué en termes de transport et en termes de logement, mais on regrette pas du tout. On regrette pas du tout, pour nous ça vaut 10 fois le détour pour ce que vous voyez. On a passé beaucoup de temps, ça fait quasiment 1 an et demi en tout sur le cumul qu'on est en Asie du Sud-Est, un petit peu moins. 1 an et 4 mois, un peu plus de 4 mois très exactement. Mais on a été sur le cul de ce qu'on a vu. C'est un truc de fou, des paysages que vous verrez nulle part ailleurs, c'est pas du tout dénaturé, c'est authentique. Et c'est magnifique, cette nature elle est juste incroyable les gars, vraiment il faut venir pour le voir, pour y croire. Je pensais pas que je verrais des choses comme ça, je pensais même pas que ça existait ce qu'on a vu. Vraiment, quand j'y pense, je pense que quand je vais regarder les vlogs, oui parce que je regarde mes propres vidéos une fois rentrée en France, je vais me dire waouh, mais c'est juste dingue, là on est sur le jus, on est dans l'action, on s'en rend pas compte. Mais vraiment une trop bonne surprise et c'est tellement peu connu, tellement peu mis en avant, tellement peu touristique que je m'attendais pas à voir un truc pareil. Vraiment. Et qu'est-ce qui fait que c'est encore plus fou? C'est les locaux. Le peuple indonésien, waouh, c'est quelque chose. Meilleur pays, meilleur accueil sur les 14 qu'on ait fait. Vraiment, ils sont adorables. Tout le monde vous aide, tout le monde vous parle.
voilà, que dire, ils sont trop contents que vous soyez là, ils sont hyper ouverts d'esprit, tout le monde vient vous parler, tout le monde vous aide, tout le monde veut que vous passiez un bon séjour, ils sont fiers que vous soyez dans leur pays, ils veulent vous accueillir, vous faire découvrir leur culture, ils parlent pas anglais, c'est pas grave, on va se débrouiller, on va se comprendre. Vraiment, c'est fou, on a fait trop de belles rencontres, je pourrais pas toutes les citer ici. Il y a eu Ayu qui nous a aidés, il y a eu Ricky évidemment, il y a eu Musildar à Bukittinggi, il y a eu plein de choses, il y a eu plein de monde partout, tous ces inconnus qui nous ont aidés, qui nous ont souri, voilà, c'est vraiment des petits cœurs, waouh. Alors après, voilà, ça c'est clair, ils vous réservent un accueil hors norme, mais certains jours c'est trop, en tout cas c'est trop pour nous, dans le sens où on est énormément sollicité. Vous marchez dans la rue, ça va être que des hello, des comment ça va, des vous venez, etc. Je ne sais pas combien de fois on a répondu à cette question, d'où est-ce qu'on vient. Vraiment, il n'y a rien de méchant, au contraire, eux, ils veulent que vous soyez bien, ils veulent pas, voilà, il n'y a rien de méchant dans leur démarche, pas du tout. Mais quand vous répondez 20 fois, 30 fois dans votre journée à la même question, qu'on vous demande pour la énième fois une photo, et voilà, ça fait beaucoup à la fin de la journée. Il y a des jours où on avait un peu la tête comme une patate d'être autant sollicité partout. Donc voilà, ils ont quelque chose avec les photos. Et ça, faut s'y habituer. Au début, j'avais vraiment du mal. On vous prend en photo, pas vraiment en cachette parce qu'ils le font devant vous comme ça, mais on vous prend en photo comme ça sans vous demander. On va vous tendre le téléphone et il va y avoir quelqu'un de sa famille au bout du fil. Il va falloir faire coucou, bonjour, voilà. Il y a des situations qui ont été un peu gênantes, je vous avoue. On vous voit dans la rue, on vous dit hey, mais vous voulez prendre une photo avec moi, venez, naninana. Enfin bref, c'est hyper gentil. Mais il y a des jours où c'est trop. Après, ça va dépendre des caractères. C'est vrai que monsieur et moi, on n'est quand même pas les gens les plus sociables de la Terre. On a besoin de temps calme et de temps seul pour se ressourcer et pour récupérer. Il y a des gens qui ont besoin de l'inverse, du contact humain, beaucoup. Et nous, c'est pas notre cas. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça a été très prenant, très fatigant pour nous. Il a fallu un temps d'adaptation parce que au début, waouh, au début ça a été l'explosion. Là, en même temps, on découvrait tout ce qui se passait, les transports, comment c'était, la nourriture. Ça a été, les premiers jours ont été vraiment, on était éclatés de tout ça. Et voilà, après on a fini par s'y habituer et voilà, on a vite compris un peu comment ça fonctionnait. Il faut beaucoup interagir avec les gens, donc c'est cool hein, si vous voulez échanger avec les gens, en apprendre plus sur eux, etc. C'est trop bien. Il y a vraiment moyen de faire des belles découvertes, des belles rencontres ici, de beaux échanges avec les locaux. Même s'ils ne parlent pas anglais, avec le traducteur, on peut se débrouiller. Mais voilà, des fois c'est juste un petit peu trop. Il y a un truc aussi qui nous paraissait bizarre, c'est qu'à chaque fois ils nous demandaient si on parle indonésien, donc on dit bah non, on parle juste quelques mots, on parle pas vraiment indonésien. Et ils étaient toujours choqués qu'on ne parle pas leur langue. Toujours. Alors que on ne vit pas là, on fait déjà l'effort de parler quelques mots pour voilà, que ce soit plus simple pour échanger. Voilà, on a quand même appris un petit peu à parler, parler. On sait dire quelques mots par-ci par-là quoi. Mais ils ont toujours été choqués quand on leur disait qu'on parlait pas indonésien, genre en mode bah qu'est-ce que vous faites là si vous parlez pas indonésien alors qu'on est touriste. Dans les autres pays ça va choquer personne si vous allez dans un endroit et que vous parlez pas thaï ou vous parlez pas vietnamien ou coréen ou que sais-je. C'est juste normal si vous vivez par là. Alors qu'ici ça les perturbait quand on leur disait bah non on parle pas indonésien et pourtant on voyage ici. J'ai pas compris, vraiment j'ai pas compris leur problème avec ça. Mais voilà, mais je pense que c'est aussi que ça les frustre parce qu'eux ils ont envie de discuter avec vous, de savoir pourquoi vous êtes là, ce que vous faites, et nani et nana. Donc c'est juste que l'échange est plus limité pour eux. Mais ouais, c'était assez intriguant pour nous. En tout cas, ça a été un choc culturel, vraiment. C'est une culture très riche. Il y a beaucoup d'ethnies, de religions différentes, de manières de vivre différentes en fonction des endroits où vous êtes. Et pourtant, on n'est resté que sur une seule île. Vu la grandeur du pays, si on prend toutes les îles, j'imagine même pas ce que ça doit être. C'est un truc de fou, vraiment. Et je sens qu'il y a encore des belles choses à découvrir dans ce pays. On a fait une île, il y en a 17 000. On va pas faire les 17 000, rassurez-vous. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de la diversité. Alors, est-ce que je vous recommande Sumatra ou pas? C'est un grand oui, mais pour moi, c'est pas une destination qui est adaptée à tout le monde. Déjà, il faut aimer l'aventure, faut être
débrouillard parce que c'est compliqué, notamment pour les transports, même pour trouver des logements parfois c'est pas le plus simple. Il y a plusieurs fois où j'ai dû chercher sur Google parce qu'il n'y avait rien sur les sites de réservation, essayer de trouver le numéro WhatsApp pour les contacter, réserver. Des fois il n'y avait pas de numéro, donc c'est mon hôtel d'avant qui a dû appeler l'hôtel d'après, enfin bref. Tout n'est pas simple hein, ici vraiment. Donc faut être préparé pour ça. Pour moi c'est pas une destination que je recommanderais forcément pour des voyageurs débutants. C'est pas le plus simple. Après ça se fait hein, regardez, on l'a très bien fait et ça a été. Mais c'est pas la destination easy comme en Thaïlande, vous prenez votre petite bus, vous allez là, ou comme dans le reste de l'Asie du Sud-Est. Je trouve que c'est quand même très compliqué et je trouve aussi que c'est pas adapté à tout le monde. Dans le sens où vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages en disant ça donne trop envie, c'est sur ma liste pour l'année prochaine, etc., etc. Oui, mais pour moi c'est pas adapté non plus à toutes les situations. Là nous on est quand même assez jeunes entre guillemets, on approche de la trentaine mais voilà, on s'entend. Pour moi c'est pas forcément adapté aux personnes âgées parce que les transports c'est vraiment très éprouvant. Et même si vous êtes en voiture privée c'est éprouvant. Donc faut avoir la santé, avoir la pêche pour endurer ça. Et c'est pas forcément adapté aux familles non plus. On n'a pas vu de famille en fait, on n'a pas vu de famille ici. Pareil, toujours ce problème de transport et aussi en termes de confort dans les chambres, voilà, faut pas s'attendre à grand chose vraiment. Donc c'est vraiment les deux points, hein, comme je vous l'ai expliqué, qui pour moi font que ce n'est pas parfait, mais aucun pays n'est parfait. Ça reste du coup quand même très authentique et très préservé. Et je pense que pour l'instant, ça le restera si ces deux points malheureusement ne s'améliorent pas. Parce que ça me semble compliqué d'accueillir une clientèle internationale en sachant qu'il n'y a pas de transport et pas de route correcte pour se déplacer. Donc à partir de ce moment-là, forcément il n'y aura pas la foule de tourisme qui va venir ici. Et dans un sens, tant mieux, ils ont l'air de très bien vivre. Enfin, ça reste très pauvre, mais on s'entend. Ils ont l'air voilà, d'avoir leur vie ici et ça a l'air de très bien se passer. Donc tant mieux si ça ne devient pas comme Bali et que ça reste authentique, c'est pas ce qu'on veut ici. Mais voilà, c'est pas le voyage de tout repos et pour moi, c'est pas vraiment adapté aux personnes âgées et aux familles. Après, tout se fait, hein. Vous pouvez louer une voiture privée, payer très cher avec le chauffeur et voilà, aller d'un endroit à un autre avec vos enfants et ça va très bien se passer. Mais il ne faut pas oublier que toute l'île c'est de la jungle, mais vraiment de la jungle sauvage absolument partout. Et je trouve que c'est pas vraiment adapté pour des enfants. Surtout que pour découvrir les coins, il n'y a pas de tuk-tuk, de tout ça. Il faut avoir un scooter, se déplacer en scooter partout. C'est pas simple, vraiment c'est pas simple. Nous on a l'habitude de ça, voilà, on est quand même assez débrouillard, on connaît très bien l'Asie maintenant. Mais voilà, il faut savoir que pour moi c'est pas une destination qui est accessible à tout le monde et ça me tenait vraiment à cœur de bien mettre le point là-dessus dans cette vidéo bilan parce que je veux pas que les gens voient les vidéos et se disent ah trop bien je veux aller là-bas et qu'en fait ils déchantent sur place parce que tout est compliqué et que c'est pas vraiment adapté comme je vous l'ai expliqué aux enfants ou aux gens qui n'ont pas trop la forme, trop la santé et qui n'ont pas vraiment l'habitude de voyager et voilà. Donc j'espère en tout cas que j'ai pu vous donner pas mal d'infos dans les différents vlogs et également dans cette vidéo bilan. Je pense que j'ai oublié des choses mais en fait il y a tellement de choses à dire sur ce mois qu'on a passé. Certainement l'un des mois les plus intenses de notre voyage. En tout cas cette saison 2, ça c'est clair. Il y a eu trop de trucs. Donc on espère que les aventures vont se calmer un peu pour le prochain pays parce que on est quand même fatigué, on en ressort fatigué, voilà, c'est ce que je peux vous dire au bout d'un mois ici, on est fatigué, clairement. Donc voilà, on espère que ça va être un petit peu plus light, on verra comment ça se passe. Je voulais vous remercier en tout cas d'être toujours là à suivre cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux, merci pour vos commentaires, vos messages. Et voilà, n'hésitez pas, hein, si j'ai oublié des petites choses, à poser vos questions dans les commentaires. Moi, je vais vous laisser ici. Et on se retrouve dans le prochain vlog, dans un nouveau pays.